Certaines femmes qui souhaitent se marier, se poser, me parlent des hommes qu'elles fréquentent et me disent: il n'est pas prêt à s'engager. J'ai l'impression qu'il me fuit, que je suis la seule à faire en sorte que la relation fonctionne. Si je ne lui écris pas, il ne m'écrit pas, il ne me répond pas au téléphone quand je l'appelle, il ne prend pas de mes nouvelles, il me dit qu'il est trop occupé par le travail, il me ghoste après avoir eu des rapports intimes et revient quelque temps plus tard en me disant que je lui manque et en faisant comme si de rien n'était, sauf qu'il disparaît à nouveau. Et bien que ce soit majoritairement des femmes qui me confient ces expériences, je m'adresse ici à toutes et tous, hommes y compris, qui pourraient se reconnaître dans ces situations. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je comprends que vous puissiez ressentir de la frustration, incompréhension, de la tristesse ou un sentiment de trahison quand l'autre ne répond pas à vos attentes ou du moins pas de la façon dont vous l'espériez. Et bien sûr qu'on pourrait toujours dresser la liste des hypothèses qui pourraient expliquer ce manque d'investissement de la part de votre partenaire. Peut-être, et je dis bien peut-être, que vos modes de fonctionnement sont différents, que ce qui fait sens pour vous ne fait pas forcément sens pour l'autre. Il se peut aussi que l'explication de ces comportements réside dans l'intérêt ou le manque d'intérêt qu'il ou elle vous porte, ou dans ses priorités du moment, dans la façon dont il ou elle se positionne par rapport à vous et à la relation. Et bien entendu que la liste pourrait encore s'allonger, mais je ne pense pas que parler, au nom des absents, vous aide vraiment à éclaircir les pensées qui vous perturbent. Et donc au lieu de questionner sans cesse le comportement de l'autre, ne serait-il pas plus pertinent de vous recentrer sur vous-même afin de comprendre pourquoi et comment en êtes-vous arrivé là? Je m'appelle Myriam, je suis conseillère conjugale et familiale, coach en développement personnel, hypnothérapeute. Et dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous inviter, hommes et femmes, à questionner votre positionnement en matière de relations amoureuses. Et je commencerai par une citation dont je suis l'autrice, et qui dit: vouloir obtenir de l'attention de la part d'une personne qui n'est pas en mesure d'en donner, c'est comme tenter de puiser de l'eau dans un puits asséché. Cela signifie que vous aurez beau tout faire et tout donner pour l'autre, s'il ou elle n'a pas envie ou même la capacité de vous l'offrir en retour, il y a fort à parier que vous vous sentiez lésé dans cette relation. J'aimerais même pousser cette réflexion un peu plus loin, parce que lorsque j'entends des personnes dire j'ai tout fait pour elle ou pour lui, et que le retour n'est pas celui escompté, j'ai envie de vous demander, faites-vous vraiment tout pour l'autre ou ne le faites pas plutôt pour vous-même? Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que lorsque l'on donne tout, mais qu'on espère en retour amour, attention, reconnaissance ou engagement, eh bien ce que vous offrez n'est plus un don désintéressé. C'est un moyen de recevoir même si ce n'est pas toujours conscient. Et forcément, si l'autre ne répond pas à ses attentes, vous vous sentez blessé, trahi ou rejeté. Et attention, je ne dis pas ici que vous ne devez rien attendre de l'autre. Nous sommes bien d'accord que peu d'entre nous souhaitent se mettre en couple pour faire du bénévolat. Je dis simplement qu'il est primordial de prendre conscience des raisons pour lesquelles vous agissez ainsi, tout en gardant à l'esprit que l'autre, malheureusement, n'a pas l'obligation de répondre ni même de recevoir ce que vous lui donnez. Donc lorsque votre partenaire ne répond pas à vos attentes, les premières questions à se poser ne sont pas pourquoi ne répond-il pas? Pourquoi ne veut-il pas me voir? Pourquoi disparaît-il? Mais plutôt, pourquoi est-ce que j'accepte d'être traité ainsi? Si mon objectif est de construire une relation durable, voire de me marier, pourquoi est-ce que je tolère de suivre une personne qui me détourne clairement de cet objectif? Qu'ai-je vécu qui m'empêche d'imposer des limites et de me respecter dans une relation? Qui suis-je? Quel est mon langage de l'amour? De quelle façon est-ce que je me sens aimée? Ai-je envie de donner de l'amour? Et pour celles et ceux que ça intéresse, je recommande les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui pourraient vous aider à répondre à ces dernières questions. Mais attention, je ne prétends pas qu'en répondant à toutes ces pistes de réflexion, vous ne ferez plus jamais face à des échecs amoureux. Mais vous éviterez probablement des pertes de temps considérables en ne vous investissant plus avec des personnes qui ne partagent pas votre vision du couple et de l'amour, et qui n'ont ni l'envie ni même l'intention de la comprendre. Donc lorsque vous reprochez à votre partenaire de ne pas être pleinement engagé, il s'agit aussi de son droit de ne pas être prêt, et il ou elle a certainement de bonnes raisons de vouloir prendre son temps. Et je souligne cela parce qu'il est important de comprendre qu'une personne peut ne pas répondre à vos besoins, mais ce n'est pas une mauvaise personne pour autant. Car au-delà d'un possible manque de sentiments ou d'intérêt, il y a peut-être des traumatismes, des blessures, des craintes ou des mécanismes dont il ne parvient pas à se libérer. Et dans ce cas, je le répète, ce n'est pas à vous de porter cela, ni même de jouer les soignants ou les psychologues ou encore de materner ou en tout cas de parenter.
Vous pouvez accompagner la démarche sans jamais vous substituer à l'aide d'un professionnel. Mais par contre, je vais nuancer mes propos en disant que là où effectivement ce manque d'engagement devient un réel manque de respect, c'est lorsque la personne en face utilise ce que vous ressentez pour elle uniquement pour combler ses propres besoins, tout en sachant très bien les blessures qu'elle risque de laisser derrière. Donc quand vous vous placez dans l'attente qu'il ou elle vous montre de l'intérêt, vous reconnaissent vos efforts, vous donnez à cette personne une position de pouvoir. Cette position vous place de fait dans une forme de dépendance affective. Et l'autre le perçoit. Il ou elle voit que vous êtes en demande, que vous êtes dépendante du peu qu'il ou elle vous donne, et que vous attendez de sa part reconnaissance et validation. Mais posez-vous concrètement cette question. Qu'a fait cette personne pour mériter cette place de choix dans votre vie? Que vous apporte-t-elle? Est-ce qu'elle tient même ses promesses? Est-ce qu'elle vous montre qu'elle tient à vous? Et comment? Est-ce qu'elle vous intègre à son environnement, à son quotidien? Quelle marque d'attention et d'affection vous donne-t-elle en dehors de ces fameux instants d'intimité? Prend-elle des initiatives pour proposer de vous voir, planifier une sortie, une activité ou même juste vous surprendre? Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne et vous a-t-elle vraiment montré par ses actes ce qui vous avait séduit au départ? Et je le dis sans détour, une personne n'a pas sa place dans votre vie si elle sait que ses attitudes et comportements vous blessent et qu'elle continue pourtant à abuser de tout ce que vous avez à donner. C'est pourquoi il est essentiel de renforcer votre confiance en vous pour ne plus vous laisser manipuler ni abuser. Cessez de courir après des personnes qui ne voient pas plus loin que leurs intérêts immédiats et qui de surcroît ne vous donnent rien de plus que des miettes. Et je terminerai par une citation de Rumi qui dit « Puissiez-vous attirer quelqu'un qui parle votre langage afin que vous n'ayez pas à passer votre vie à traduire votre âme. » Je vous remercie pour votre écoute d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, à enregistrer. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle journée.